pourquoi c'est si cher une batterie? Je sais pas si je devrais y répondre, mais il y a 800-900 balles hors taxe. Typiquement, le plan de je viens de rentrer et je veux recharger ma batterie parce que peut-être la semaine prochaine j'irai rouler, c'est une très mauvaise idée. Et on leur vend qu'un chargeur 10 ampères, tu l'achètes 500 balles, c'est un chargeur rapide. C'est une charge très lente. Salut tout le monde, on vous l'avait teasé dans une vidéo où on faisait un comparo entre batterie 80 et 72 volts. On disait qu'un jour on ferait une vidéo avec le fabricant des batteries qui nous en dirait un peu plus. Et on fera une vidéo bientôt où on rentre vraiment dans les détails de la conception. Oui, plutôt ce qu'on s'était il y a longtemps du coup, donc ça y est, enfin cette vidéo a lieu maintenant. Ça va être un gros bout, ça va être une vidéo plus éducative on va dire. Non, comment on pourrait dire, pas éducative. Éducative je pense c'est pas mal. C'est de la culture, mais voilà, ça va vous permettre au moins confirmer et un peu plus confirmer en vrai, parce qu'il y a quand même un peu de technique. Connaître un peu plus une batterie, comment ça fonctionne, comprendre un peu plus les termes qu'il y a dans le milieu et vraiment être plus à l'aise avec ce sujet, parce que nous on le voit, on reçoit énormément de questions depuis le tout début. C'est des questions que nous-mêmes on s'est posées à l'époque. Du coup c'est bien, ça va vous permettre vraiment de plus être renseigné sur le sujet sans avoir un truc vraiment trop lourd. Donc c'est quand même technique. Bien que voilà, on est quand même sur une vidéo qui fait 45 minutes, donc asseyez-vous, il faut que vous ayez un peu les neurones qui soient frais pour comprendre ce qui se passe, surtout qu'Antonin il a un débit de parole, mais il explique super bien, vous verrez, c'est super agréable à suivre malgré la technicité des infos. Moi je suis quand même moins calé que William parce que c'est surtout lui qui répond justement à vos questions par mail et tout, donc à force il connaît les sujets, mais même moi sans trop connaître, juste d'écouter Antonin, vous verrez c'est super passionnant, on apprend plein de trucs, et puis il s'étend aussi sur d'autres sujets, on n'est pas que sur les batteries, aussi quelques petits virgules sur les contrôleurs, sur les moteurs, etc. On a essayé de faire en sorte qu'elle soit compréhensible de tous, et c'est pas de la technique pure et dure avec des formules mathématiques de fou, etc. ou sur des processus de fabrication ultra complexes. C'est vraiment pensé pour que le plus grand nombre comprenne un peu mieux ce sujet qui peut faire peur. Parce qu'on sait, c'est un sujet assez touchy. Quand on veut acheter une batterie, c'est tout de suite quand même un gros billet à débourser. Donc c'est sûr que c'est quand même pas trop mal de savoir où on va, dans quoi on s'engage, et de comprendre un peu les tenants et aboutissants, et de pas se dire ah merde en fait j'ai acheté un truc à 2500 balles et derrière j'avais pas le matos qui suivait et tout, et je me retrouve comme un con. Donc voilà, comme ça normalement vous avez toutes les clés pour passer par cette case qui est quand même importante dans la vie d'un mec qui ride une moto électrique. La batterie c'est quand même le saint graal de se dire putain ça y est. Surtout sur les moto upgrade en plus. Ouais c'est ça. Bon courage. Et on vous laisse avec Antonin, bon courage. C'est ça. Qui tu es déjà? Je m'appelle Antonin, vous m'avez peut-être déjà vu sur les groupes je pense, pour ceux qui regarderont la vidéo, et je fabrique des batteries en fait depuis quelques années. C'est venu suite à une passion pour le skate électrique tout d'abord. On parlait de Casey Neistat hier et les autres youtubeurs qui ont commencé à faire du skate. Moi j'ai vu ça, j'ai acheté un skate la première fois électrique. Forcément la batterie c'était pas ça. Donc tout de suite je me suis dit tiens, comment on fait pour faire quelque chose de plus performant? Et comme je venais du monde du modélisme, pour savoir le drone, c'est-à-dire qu'à ce moment-là je travaillais dans une entreprise où je fabriquais des drones professionnels pour faire de l'expertise de terrain et des choses comme ça voilà, en Savoie. Je me suis dit je vais prendre des batteries de modélisme, c'était mon expérience avec les batteries, donc des lipos, et les monter sur ce skate. Rapidement, bon, on connaît tous les lipos de modélisme, la durée de vie c'est pas terrible, c'était pas très bien structuré, voilà, niveau vibration et tout, c'était pas dingue. Donc je me suis intéressé petit à petit aux différents types de cellules qui existaient, on y reviendra peut-être tout à l'heure, donc à savoir les cellules cylindriques 18650 et 21700, et je me suis dit allez hop, je vais essayer de me faire un pack, donc vraiment en version DIY quoi, complètement bricolage etc. Au fur et à mesure j'ai quand même fait pas mal de packs comme ça pour des skates à moi, puis pour des amis parce qu'ils me demandaient, et puis bon j'ai fini par un peu m'équiper jusqu'au moment où j'ai vraiment eu pas mal de demandes là-dessus, c'est-à-dire de manière complètement organique. J'ai beaucoup de gens qui ont commencé à me demander des batteries pour plein de choses, pour des vélos électriques, des trottinettes, voilà, très variés. Il y a eu plein de détours dans cette aventure. Ça c'était il y a combien de temps alors? C'était 2018. Sourire, plaisir. Du coup ça doit faire quand même 7 ans que je fais des batteries aujourd'hui. Et historiquement, tu as quand même des études dans le milieu ou tu t'es lancé comme ça? Ouais, j'ai toujours bricolé en fait. J'ai toujours fait de l'électronique, des contrôleurs, soudé des trucs, même de la méca. Hein. Dans le modélisme, tu as beaucoup de méca, tu as les fluides dans les amortisseurs, tu as les différentiels aussi que tu refais. Enfin, vraiment, moi ça me passionnait, donc très pluridisciplinaire, c'est-à-dire électronique, batterie, mais aussi de la méca. Voilà, on y reviendra parce que du coup, aujourd'hui, c'est une grosse composante de ce que je fais, c'est de l'intégration mécanique des batteries sur la conception. Enfin, j'ai pas du tout la prétention d'être le seul à le faire, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, de voir le projet dans sa globalité, de se dire quand je fais une batterie, voilà, comment est-ce qu'elle résiste aux vibrations, aux contraintes, comment je peux optimiser mon design pour à la fois réduire les coûts de prod, utiliser toutes les nouvelles technologies, donc imprimante 3D et compagnie, je m'y suis mis dessus, mais à la base j'ai vraiment une appétence voilà, pour aussi la méca et donc la partie mécanique de ces projets. Et pour revenir sur ta question, parce que je diverge complet, donc ouais j'ai fait un IUT d'électronique, mais non pas que ce soit primordial je dirais. J'ai bien aimé ça, mais le problème en électronique c'est que même quand t'es dedans, en quelques années tu deviens complètement obsolète, tout devient
obsolète. Les études, c'est très bien, ça donne une rigueur, ça donne des méthodes de travail. Moi, j'ai pas eu besoin de faire plus de 2 ans, honnêtement, ça m'a suffi. Mais par contre, il faut être dedans. Parce que sur la technique comme ça, sur l'électronique, si t'es pas dedans, tu deviens tout de suite obsolète. Donc ouais, premier job dans le drone et voilà, rapidement, je bifurqué vers la batterie parce qu'il y avait un meilleur marché en fait. Le drone s'est fait annihiler par DJI. Coucou, je crois que c'est DJI. Voilà. C'est-à-dire que moi, je fabriquais des drones à 20 000 balles hors taxe pour porter des caméras qui en valaient aussi cher et des nacelles et tout était à la main et les réglages des PID à la main et tout avec des tests, ça coûtait une fortune. Donc c'était bien, on avait des contrats sympas, mais honnêtement, quand DJI arrivait à sortir leur gamme pro avec le Matrice, ils ont tellement tout cartonné que moi, ma boîte, ils ont laissé tomber de construire leur drone. Et moi, je me suis dit, il y a un gros marché sur la mobilité électrique et personne n'a envie vraiment d'acheter des batteries en Asie, en Chine, c'est trop sensible. Donc, en fait, faire des batteries en France aujourd'hui, ça marche, c'est quelque chose qui se fait, tu peux en vivre, il y a du boulot, surtout sur le segment du haut de gamme. Et donc, assez naturellement, après plusieurs projets, voilà, avec des amis, j'ai monté une boîte, j'ai fini un petit peu par repartir tout seul. Et en fait, aujourd'hui, voilà, je fais des batteries avec Grégory et Alena. Et à quel moment il y a quelqu'un qui a amené dans ton atelier ce genre de machine? Ouais, bah ça c'est une sacrée histoire aussi. La première personne que j'ai rencontrée dans les Surons, c'est Quentin en fait. C'est Quentin et Cyprien qui ont joué pour moi un rôle énorme à m'amener dans ce milieu. Ça, faut vraiment leur rendre. J'avais déjà vu les Surons, les LMX, tout ça, mais j'étais pas dedans. Et puis c'est trop drôle, un soir, dans Lyon en fait, je roulais en carte électrique. Et là, t'as un mec, il arrive, il me dit « Ah, c'est cool ton truc, comment tu l'as fait ?» Voilà, il s'intéresse, on boit un coup ensemble et en fait, il me dit « Ouais, je cherche un mec pour faire des batteries pour mon site. » Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, il m'a amené sa moto, on a commencé à bosser là-dessus et moi, c'est les premières batteries de Suron que j'ai fait. Et on a fait ça quand même pendant 2 ans, on en a fait pas mal, hein, 150, un truc dans le genre total. Ouais, donc ça a été vraiment un renouveau dans toi, comment tu visualises la conception d'une batterie quand t'as vu ce bordel arriver. Parce que jusque-là, mes batteries, c'était des batteries qu'on mettait dans une boîte, dans un véhicule, moins exposées aux éléments, à l'eau et tout. Pour moi, ça me fait faire un gros step-up technique en vrai. Et sacré défi, c'est excitant. Ouais, c'est génial, il y a le double défi en fait. Il y a le défi de l'innovation et il y a le défi de la productivité, de la production en fait. Et les deux ont tendance à se battre. C'est-à-dire que moi j'ai envie d'optimiser à fond, mais des fois c'est aux dépens de la facilité de production. Donc tu as toujours un peu ce dilemme dans ta tête de ouais, tu peux toujours faire mieux, mais est-ce que tu pourras suivre si d'un coup tu dois en faire 20? Chacun de ces aspects, la production et l'innovation, ont vraiment leur levier de croissance. Donc tu vas aller chercher toujours un peu des matériaux plus exotiques, des manières de connecter les cellules avec des conducteurs qui sont meilleurs, du composite alu, du composite cuivre nickelé et compagnie, mais plus dur à souder. Donc tu baisses ta productivité. Donc en fait, tu es tout le temps en train d'essayer de faire de mieux en mieux, mais il faut quand même maintenir un niveau de production. Donc en gros, l'industrie, ça fait mal quoi. Genre tu passes ta vie. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a beaucoup externalisé en Asie toute la production, parce qu'en vrai, c'est un boulot de malade. C'est toujours un juste milieu entre tirer un petit peu le développement, tirer voilà l'innovation, et en même temps rester sur quelque chose où tu prends pas des risques de fou, tu peux en produire et tu sais que ça va marcher. Ok, on va revenir aux bases. Une batterie, c'est quoi? À la base, c'est ça. Donc c'est une cellule et dedans, il y a une anode, une cathode, un séparateur, des charges électriques qui viennent de l'une à l'autre. Quand tu recharges, ça passe d'un côté, quand tu décharges, ça passe de l'autre. Sauf qu'on va pas loin avec ça dans une Lightbee. Donc l'idée, c'est faut en mettre plein. La question, c'est comment? Dans une Lightbee, on en rentre 200, 220 selon les modèles autour de ça, de 21700. Il y a d'autres constructeurs qui vont utiliser des formats en poche ou de la 18650. Enfin bref. Mais la différence entre 18650 et 21700. Bon, ça c'est extrêmement simple parce que la 21700 ou la 18150, son nom, c'est ses dimensions. Le diamètre, c'est 21 et la longueur, c'est 70. Donc d'où le 21-70 et le 0 indiquant que c'est cylindrique. À l'inverse, il y a d'autres fabricants qui vont utiliser de la poche. C'est des histoires de compromis, comme toujours sur les solutions techniques. Tu fais un choix. Historiquement, il y a un vrai gain de puissance sur les poches. Mais tout ça, c'est en train de changer très vite, c'est-à-dire que notamment avec l'arrivée des cellules format tabless, voilà, c'est peut-être vous avez vu passer Tesla qui fait ça maintenant, mais il y a plein d'autres constructeurs, c'est une tendance générale qui fait que ces cellules sont devenues tellement performantes, les cylindriques, qu'aujourd'hui, cet avantage intrinsèque des cellules poche est en train d'un peu disparaître à mon sens. Donc dans les batteries de Lightbee, on met de la 21700 pour des questions de durabilité, d'approvisionnement facilité, et aussi, il faut le dire, parce que on a de la chance, les dimensions sont ultra adaptées. Évidemment, on les assemble ensemble et on tombe sur le fameux assemblage série parallèle que tout le monde a déjà entendu. Quand on veut vraiment expliquer ce que c'est, parce que la vulgarisation, c'est de dire 72 volts, 50 ampères heure, mais la vraie nomenclature à utiliser,
c'est le nombre de S et le nombre de P avec le type de cellule. C'est-à-dire, on dit c'est une 22S d'IP de Samsung 50S. Voilà. Et comme ça, il n'y a pas d'histoire d'incompréhension, on parle de la même chose. Et donc, pourquoi S et P? Série parallèle, on a deux manières de les connecter, les cellules, quand on veut en mettre plusieurs ensemble, un positif, un négatif. Donc, soit on met ensemble les positifs et ensemble les négatifs. Là, en l'occurrence, on les met en parallèle. On va rajouter de la capacité parce qu'en fait, on garde la tension d'une cellule, c'est-à-dire la hauteur, entre guillemets, de voltage d'une cellule, et on rajoute de la capacité. On additionne les ampères-heure. Donc là, celle-ci, c'est 5 ampères. Donc là, j'ai 1S, 2P, 3P, etc., etc. Mais 4 volts, on va pas loin avec une Lightbee. Donc, pour additionner la tension, on les met en série. C'est-à-dire, on va connecter, on va avoir le négatif général qui va être en premier. Donc là, on a 4 volts. On rajoute 4 volts en connectant le négatif au positif. Là, on a 8 volts, on a 12 volts, etc., etc. Et donc là, on aura 3S si on fait comme ça. Quand on donne une batterie en 20S d'IP, ça veut dire qu'on a mis des groupes parallèles de 10 cellules et qu'on en a mis 20 en série. Le plus simple, c'est une vieille batterie bien simple. Ça, c'est vraiment la batterie basique. C'est-à-dire qu'on a des lignes toutes simples. Ici, on a le négatif de la première rangée. On a 10 cellules en parallèle ici. Et ensuite, elles sont interconnectées, c'est-à-dire que le négatif de la cellule est là, son positif est connecté au négatif de la suivante, etc. En accordéon comme ça. Et on arrive au positif général ici. Et donc, on a des groupes, enfin des lignes de 10 cellules et on en a 16. Globalement, ça donne un assemblage comme ça, voilà, en groupe de S et de P. Ça, c'est le plus facile à comprendre parce que c'est en ligne. Wow. Là encore du jus. Là, c'est le plus facile à comprendre parce que c'est en ligne. Les batteries de Suron, c'est évidemment un assemblage qui est un peu plus chiadé. On s'embête pour optimiser, donc c'est pas des lignes, c'est bien optimisé. Pourquoi je devrais prendre une 80-50 alors qu'une 60 volts, 60 ampères, elle a plus d'autonomie, elle a plus d'ampères? Ouais, parce que les ampères, on noterait que s'ils sont mis en regard de la tension. On en revient toujours à ça là. Tu as la même quantité d'énergie quand tu mets en parallèle ou que tu mets en série. Et donc à la fin, ce qui compte, c'est le nombre de piles que tu as, de cellules que tu as dans ta batterie. Et en l'occurrence, ça c'est série et parallèle. Ça veut dire qu'il faut compter les deux. Donc par exemple, une 80 volts 50 ampères, on fait 80 x 50, ce qui donne 3900 Wh. Oui. Alors qu'une 60 volts 60 ampères, 3600 Wh. 6 x 6, 36, c'est ça. Sachant que c'est des approximations, mais globalement c'est le bon calcul à faire. Bon, voilà, ouais, ça permet au moins aux gens de comprendre, de pas juste regarder les ampères. Ouais, exactement. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, plus grand monde fait l'erreur, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler quand même. Tu peux comparer des ampères-heure en étant à tension équivalente. Si la tension est équivalente. Ouais. Et par exemple, moi j'ai quelqu'un sur le salon qui m'a dit ouais, la nouvelle KTM, elle a 110 ampères, c'est incroyable. Et moi je lui ai dit ouais, mais la Stark, elle en a 18. Comment ça? Oui, mais la Stark, elle a 360 volts de tension, alors que la KTM, elle en a 55. Oui, c'est ça. Et Stark, là où ils sont assez forts, c'est que eux, ils ont réussi à faire une chaîne de puissance très haute tension dans une moto avec des technos qu'ils ont développés en interne. Moi, j'ai souvent la question des gens qui utilisent l'application Torp, mais bon, ça va être pareil sur d'autres contrôleurs, qui veulent savoir la base de réglage sur le contrôleur, donc le moteur current et le battery current. Moi, je leur dis que c'est les chevaux et le couple. Est-ce qu'il y a t'aurais une explication peut-être un poil plus poussée à leur dire par rapport à quoi ça correspond? Non, mais l'analogie est bonne. Il y en a un qui va déterminer le couple instantané quand tu accélères à basse vitesse et il y en a un qui va te faire la longe en fait, la puissance. Après, pour un utilisateur, le plus important c'est de savoir que tu règles en fonction du matériel que tu as. Donc en fait, tu règles les valeurs au maximum de ce que permet le matériel. Donc tu as une batterie 25 kW, tu règles, de toute façon dans l'appli Torp, il te le donne, le calcul la conversion en kilowatts tout de suite quand tu cherches à régler le courant. Donc tu te mets à la limite et pour ceux qui n'ont pas Torp, tu fais un bête calcul, tension nominale fois courant et tu as la conversion en watts. Et après, en fonction des préférences, parce que tu n'as pas forcément besoin de rider à la puissance maximale du matériel. Donc en gros, les ampères qu'accepte le moteur et les ampères qu'accepte la batterie. Et après, tout le monde ne va pas être d'accord sur le courant d'une batterie maximale, etc. Mais le plus simple, honnêtement, c'est de demander à ceux qui ont fait la batterie ou à des gens qui l'ont déjà testé, ou même d'augmenter doucement en voyant s'il y a de la chauffe qui se produit ou pas. S'il n'y a pas de chauffe, on peut augmenter. Pour des paramètres comme ça va. Oui, il y a le moteur qui peut chauffer ou la batterie. Ouais, tu peux te baser entièrement sur la température. Surtout pour le moteur d'origine qui a tendance à chauffer. Ouais, c'est ça. Le moteur d'origine, on l'a dit tout à l'heure, tu disais 17 kW et ça me semblait bien comme après, selon valeur. les utilisations, le poids, j'ai vu, il y avait des gens, ils mettaient 500 ampères, ça chauffait, donc ils baissaient. Ouais, 500
500 ampères dans le moteur de riche, ça commence à être pas mal déjà. Enfin, je trouve, moi, il envoie bien 500 ampères. Hein, ouais. Après, il y a 500 ampères et 500 ampères, c'est pareil. Tous les contrôles vont pas avoir la même manière d'évaluer. Tu as du RMS ou du pas RMS parce que c'est du signal triphasé, donc tu as plusieurs manières de le compter. Après, tu vas avoir des contrôles qui vont te donner la valeur absolue comme étant celle que tu règles, alors que par exemple sur les contrôles basés VESC, normalement tu règles la valeur cible, la consigne, tu règles pas la valeur absolue. C'est-à-dire que sur un TC500, bah, on le voit, tu vas régler 500 ampères, en fait des fois tu vas aller au-delà. Et ça c'est parce que c'est la bonne manière de noter le courant, c'est que c'est ta consigne, mais ça veut pas dire que c'est pas une butée dure à jamais dépasser. Globalement, les deux choses, c'est tu règles en fonction du matos que tu as au max, ou selon ce que tu as besoin, et de toute façon il y aura toujours plus de courant dans le moteur que ce qui sort de la batterie. Oui. C'est pour ça que les contrôles ils disent toujours deux valeurs, ils disent le courant phase et le courant batterie. Non. Ouais, genre le TC1000 c'est je crois 500 en batterie, 1000 phases, un truc dans le genre. Sinon, pour savoir un peu ce qui bride, le dernier truc à dire c'est ça, c'est que si tu manques de couple au démarrage, c'est très probablement ton moteur. Par contre, si tu as un moteur très puissant mais que tu n'arrives pas à rouler vite, à avoir de la gouache à haute vitesse, ça c'est batterie par contre, c'est totalement batterie. Ok. Ouais. Ça sert à rien d'avoir un moteur de fou si t'as pas la batterie fournie derrière. Ouais, honnêtement, ça c'est peut-être la conclusion du truc, c'est que moi je trouve que quand je vois ce que tu peux envoyer déjà avec un moteur d'origine, ouais, la batterie. Et le changement de moteur, c'est si vraiment tu fais que chauffer le moteur d'origine. Ouais, c'est ça. Pour moi, je pars du principe que le premier truc à changer c'est contrôle, après c'est batterie. Peut-être avant un moteur. Ok. Pourquoi il y a des batteries en 60 volts, pourquoi il y a des batteries en 72 volts, en 80, c'est compliqué, il y en a même qui montent au-delà, 87, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Historiquement, il y a une raison à ça, c'est qu'on est limité par les semi-conducteurs qu'on a. Donc question d'homologation et de sécurité déjà qui limite la tension. Par rapport à la puissance électrique, elle est le produit des ampères, donc vraiment du courant, et de la tension. D'un côté, on a tendance à vouloir monter en tension le plus possible pour augmenter la puissance tout en évitant de chauffer. Mais de l'autre côté, on a des contraintes qu'on peut pas non plus aller sur des 1000 volts et compagnie parce que des questions d'homologation et de sécurité pour un usage grand public. Donc ça, déjà, ça encadre un peu. Il y a un contingent de ce côté-là. Il y en a un autre qui est la sécu. Quelque part dans cette fenêtre de tir, on va avoir d'autres contraintes qui vont rentrer en compte comme le moteur et la transmis. Pour moi, sur la Lightbee, le conditionnement qu'on a sur la tension, il est lié à quel point tu acceptes d'avoir une courroie qui est grande, à quel point tu acceptes d'avoir un pignon petit et le moteur. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quel moteur non plus. Un moteur, ça reste quelque chose qui est un système électromécanique et en fait, on ne peut pas faire un tour de bobine. Ça marche pas. Il n'y a pas de champ magnétique suffisamment bien créé. Donc le moteur a des contraintes et tout ça amène à ce que dans un moteur des dimensions de la Lightbee ou même de la Ultra avec une transmis type moto comme on va se retrouver entre 60 et 150 volts en gros. D'où le fait qu'aujourd'hui le 72 volts soit très populaire. Les semi-conducteurs aujourd'hui en 72 volts sont très accessibles, il y a une grande variété sur le marché, il y a de la très bonne qualité accessible, c'est pas dangereux non plus et tu as quand même une tension suffisante pour avoir de la puissance, c'est le juste milieu bien quoi. Le contrôleur il est dépendant du moteur, donc on va commencer par le moteur, mais en fait ton moteur ça convertit de l'énergie électrique en énergie mécanique. Ça peut faire l'inverse quand tu fais notamment de la régène. C'est quelque chose qui va convertir de l'énergie. Pour faire ça, ça utilise de la force électromotrice, donc l'électromagnétisme. Quand tu fais passer du courant dans un conducteur, tu crées un champ magnétique. Donc globalement, c'est un tas de bobines dans lequel des aimants viennent s'aligner successivement avec les bobines en face. Pour piloter ça, tu es obligé d'avoir une partie électronique qui va commuter, envoyer le courant au bon endroit sur les bonnes bobines pour maintenir un mouvement circulaire. C'est pas le tout d'alimenter une bobine. Tu vas avoir l'aimant, il va venir se caler en face de la bobine, mais il faut aller à la suivante après. Donc tu as tout un suivi de position qui détermine quand est-ce que tu changes de commutation, etc. Le contrôleur, il est là pour faire ça. Et aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que les moteurs, ça n'a pas tellement changé depuis longtemps, un siècle au minimum que ça n'a pas vraiment bougé. C'est-à-dire on fait ça plusieurs technos, soit à base d'électroaimants, soit d'aimants permanents. Mais globalement, il n'y a pas de révolution. Ce qui a une révolution, par contre, c'est sur les semi-conducteurs, sur les transistors. On va avoir maintenant des MOSFET, silicone carbide sur les voitures électriques, des choses comme ça, où vraiment on va avoir à la fois plus de puissance qu'on peut faire passer dans ces transistors, enfin dans ce contrôleur, et une puissance de calcul plus importante pour avoir des pilotages plus fins, plus précis, optimisés, et avoir ensuite plein de choses qui existent comme le field weakening qui permet d'aller plus vite. Donc dans ta chaîne de puissance,
puissance, tu as vraiment la batterie qui fournit de l'électricité, le contrôleur pilote cette électricité pour aller dans le moteur, et le moteur convertit cette électricité en méca, en énergie mécanique. Parler du field weakening, je pense que c'est le dernier truc qu'on a besoin de parler pour le moteur, expliquer ce que c'est. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour certaines contraintes, on va pas vouloir aller non plus sur des tensions trop élevées. Donc le field weakening, c'est une manière d'injecter du courant dans le moteur pour modifier ses caractéristiques internes, en fait, pour modifier le KV de ce moteur. D'où le nom field weakening, qui veut dire affaiblissement de champ. En fait, on affaiblit le champ magnétique des aimants, qu'il soit plus rapide, qu'on puisse l'emmener plus loin en fait en vitesse. Il y a une corrélation en fait entre la force du champ des aimants et la constante de vitesse. Et donc quand on affaiblit ce champ magnétique, on augmente la vitesse du moteur conséquemment. L'avantage en gros, c'est on gagne en RPM. Tu gagnes énormément en vitesse mais le problème c'est que pour forcer le moteur à changer ses caractéristiques, ça consomme beaucoup plus. C'est au détriment de l'efficacité de toute la chaîne de puissance. Tu vas perdre du courant pour changer les caractéristiques du moteur et en plus les caractéristiques résultantes seront de mauvais rendement. Pour revenir sur les produits que tu fais, donc par exemple là moi quand j'ai une batterie Ampérion qui arrive, pourquoi déjà le connecteur par exemple de charge est différent? Est-ce que ça m'amène plus de sécurité? Pourquoi il n'y a plus la même chose? Ça c'est un choix que j'ai fait avec les nouveaux chargeurs qui sortent. On surdimensionne le connecteur de charge. Moi je trouve que c'est quand même un atout chouette de pouvoir charger en 1 heure. Et donc forcément il faut dimensionner le connecteur pour. Le XT60 je trouve que c'est un connecteur qui est costaud, qui est éprouvé, on en a déjà monté de partout. Par rapport au courant qui passe surtout il n'est pas gros, ça s'intègre bien dans un design. Et identique, pareil, connecteur de décharge, on est aussi plus sur les mêmes standards, j'ai l'impression. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit? On lit des choses QS8, QS10, jusqu'où ça va? Et pareil, quelle est la raison? Ouais, bah jusqu'où ça va, pour moi sur la Lightbee on a atteint un palier, c'est-à-dire que maintenant je trouverais même presque que c'est dénaturer la moto que d'aller au-delà. Pour moi la 80-50, 220 cellules, 21700 sur un cadre comme ça, on est bien. C'est-à-dire que le poids après, avec toutes les problématiques qui vont avec, sur la contrainte sur le châssis qui a quand même pas été prévu pour ça à la base, même s'il est bien pensé et bien costaud. Le QS8, j'y reviendrai, mais d'origine, je suis pas hyper fan. Maintenant, ce que moi je fais avec la petite modif, en rajoutant du rab, c'est-à-dire je décale les plots en fait, les bulettes dedans pour avoir un peu plus de connexion. Bon, sur certains setups, vraiment de mecs très énervés qui vont vraiment faire du circuit ou quoi, ça peut se justifier d'avoir plus, mais pour 80% des utilisateurs, moi le premier, c'est amplement suffisant. Pour tous les mecs qui font de l'enduro, c'est amplement suffisant. Donc voilà, le dimensionnement, encore une fois, par rapport à l'utilisation. Okay. Pareil, quand il s'agit de choisir sa batterie, on voit qu'il y a différents choix de cellules. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur est-ce que je choisis ça, est-ce que je choisis ça? Pareil, jusqu'où le moteur déjà d'origine peut encaisser? Est-ce que c'est normal en fait que tout simplement on mette des batteries qui annoncent 300% de puissance en plus dans un moteur d'origine? C'est quoi cette magie? Il existe tout en cellule. On va aller de la très capacitive, faible puissance, à la très grosse puissance, faible capacité. Le choix, il est par rapport à l'usage, en fait. À l'usage et au gabarit. Et les milliampères, donc ça c'est la capacité de la cellule. On va les cumuler évidemment dans la batterie, pareil pour la tension. Et à la fin, la cellule individuelle qu'on met dans le pack détermine les performances du pack. Et donc là-dessus, nous on a en gros les 3 cellules vraiment qui reviennent tout le temps. C'est la 50G, c'est le rapport performance-prix ultime d'une cellule de 5 Ah qui décharge 15 ampères continu sans problème, un peu équivalente à la LGM 50LT, enfin pour moi un peu meilleure. Voilà, c'est le bon rapport qualité-prix. Moi je roule avec ça, honnêtement j'ai rien à dire. Pour quelqu'un de léger qui a une utilisation enduro, ça va très bien. La 50S, on est sur le cran un peu au-dessus. Alors là, on va s'adresser à tous ceux qui vont commencer à mettre du gros contre gros moteur. On commence à aller sur des motos vraiment grosse puissance. Et puis pour les extrêmes, donc les gens qui sont lourds et ou qui font vraiment une utilisation extrême de leur moto, on peut aller sur des cellules type Molicel P45B ou équivalent. Aujourd'hui, il y a plein de super bonnes références qui sortent, les Ampace, les BAC 45D et compagnie. Bref, il y en aura sans doute beaucoup plus à l'avenir. On a d'un côté du spectre performance-prix et de l'autre côté les jusqu'au boutistes de la puissance. Qu'est-ce que la batterie craint et qu'est-ce que le moteur craint? Le dénominateur commun de toutes ces choses, c'est la température. C'est-à-dire que la réponse ultime à donner qui que ce soit par rapport à du matos, batterie contre moteur, c'est fou, c'est la règle ultime, ça marche pour tout, c'est que toutes les pertes, toutes les inefficacités, ça part en chaleur. Donc de toute façon, n'importe quel souci de dimensionnement de puissance va se répercuter sur la chaleur. Donc la réponse très simple, c'est si ça chauffe pas, il n'y a pas de problème. Tu as une batterie en Samsung 50E, mais tu fais 80 kg et ta voile comme un fou, mais si elle chauffe pas, c'est que c'est très bien, c'est que tu n'as pas besoin de plus. Pareil pour le moteur, pareil pour le contrôleur. Alors après, il y
il y a des règles. Moi, souvent, quand je vais avoir une demande sur une batterie, quelqu'un pose la question de ce qu'il devrait prendre. Voilà, je sais par rapport au gabarit, à l'utilisation, on arrive à déterminer le plus facilement. Et par rapport effectivement au datasheet, à ce qui est annoncé par les constructeurs, déjà il faut se méfier, c'est-à-dire que suivant les constructeurs de cellules, les datasheets ne sont pas normés. Une datasheet de Samsung ne vaut pas une datasheet de LG, ne vaut pas une datasheet de Molicel. Si la batterie elle est en permanence maintenue à des températures élevées, elle va se dégrader très rapidement. Par contre, bon, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas dramatique. Que ce soit la charge ou la décharge, c'est la même chose. La température va avoir un impact négatif parce qu'elle va accélérer l'oxydation en fait des anodes et des cathodes en intérieur, et enfin en interne dans la cellule. Pareil pour la charge rapide, c'est comme pour la décharge. Vous pouvez occasionnellement charger et que la batterie chauffe beaucoup à la charge. Si c'est un jour où vous êtes en rush et vous devez charger très fort, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas flinguer votre batterie sur une fois où la batterie elle chauffe à charger fort. Et de toute façon, ça on y reviendra, mais moi ce que j'appelle une charge rapide, c'est pas ce que tout le monde appelle une charge rapide. Pour moi, une charge rapide, c'est 1,5C. 2C. Donc 2C, pour y revenir, c'est 2 fois la capacité, C étant la capacité de la batterie. C'est-à-dire que vous avez une 72 volts 50 ampères. Pour moi, une charge rapide, c'est de lui mettre 100 ampères. Je suis un peu extrême, mais voilà. À partir de 50 ampères, on commence à parler de charge rapide. En dessous de 1C, en dessous de la capacité de la batterie, et a fortiori en dessous de la moitié de la capacité de la batterie, donc sur une 50 ampères, pour moi en dessous de 25 ampères, il n'y a même pas de question. On est sur une charge vraiment lente. Parce qu'en fait, là, on parle de quelque chose, la majorité des chargeurs qu'on voit, on est sur 10 ampères, c'est ça? Ampères, ouais. Et oui. Oui, mais il y a un coût à ça. C'est pas une question de technique. C'est pas une question, c'est une question de coût de chargeur et aussi. Du coup, vu que la majorité des chargeurs sont vendus en tant que 15 ampères, les gens pensent que des chargeurs 25, 30, 40 ampères sont des chargeurs. Ouais, mais c'est du marketing. Charge rapide. C'est du marketing. Tu vas avoir pléthore de boutiques, par exemple, en ville. Pour les trottinettes, c'est un exemple parce que les mecs vont acheter leur chargeur rapide en boutique et on leur vend qu'un chargeur 10 ampères, tu l'achètes 500 balles, c'est un chargeur rapide. C'est une charge très lente. Sachant que tu disais les ports, par exemple. Ouais. Mais je critique pas les gens qui chargent à ça. Si ça suffit, c'est très bien. Si le mec n'a jamais besoin de charger sa batterie en 2 heures. Ah mais moi la plupart du temps je charge à 15 ampères. Ouais. C'est juste que il y a pas de problème à charger occasionnellement fort. Il y a des taxis, ils font 500 000 bornes avec leur batterie, ils chargent au superchargeur tout le temps parce que c'est dimensionné pour. Il y a un circuit de refroidissement, la batterie ne chauffe pas, on en revient toujours à ça, le dénominateur commun, la température. Si la batterie ne chauffe pas outre mesure, il n'y a pas de problème. Si vous êtes à moins de 50 degrés, pas de souci. Optimal c'est 20-25 degrés pour commencer à charger fort, tu vois. Si tu charges à 4C et que tu maintiens ta batterie. 4C, il faut commencer à avoir des systèmes de refroidissement actifs et tout. Hein. Ah ouais, ok. Ouais. Moi, on va dire que sur les batteries qu'on fait, bon, c'est quand même, il y a une petite considération thermique sur les batteries de Suron, parce qu'on a quand même un caisson en métal qui est pensé pour un peu dissiper la chaleur. Après, au pire, le BMS coupe. Le BMS, il est réglé sur coupure température de charge à 65 degrés et il recommence seulement à 55. Donc en fait, tu risques pas de la flinguer. Hein. Tu disais même les Tesla, par exemple, ils arrivent à charger fort parce qu'il y a un système de refroidissement interne. Actif. Il y a du liquide qui circule autour de chaque cellule et qui évacue les calories, etc. Même là, ça abîme pas la batterie alors qu'on les charge à plusieurs cellules. Tout l'intérêt des superchargeurs, c'est que tu es sur circuit 3 fois dans l'année, tu as besoin de charger fort, aucun problème. En tout cas, voilà, le superchargeur qu'on a qui charge à 1C, c'est largement dans la plage de tolérance des cellules. C'est ce que je te dis, pour moi 1C c'est le début de la vraie charge rapide. Donc c'est un chargeur rapide, c'est pas déconnant non plus. Et donc le mec qui a une 50 ampères qui charge à 40 ampères, il est large et il va charger en plus d'une heure si vraiment elle est à 0. C'est ça. Il y a une autre question aussi à laquelle on peut répondre, c'est, et là on va pouvoir un peu débattre sur l'utilisation de nos motos, mais la différence entre puissance continue et puissance en pic. Oui, alors c'est pareil, là on va tomber un petit peu comme quand tout à l'heure je disais les datasheets ça vaut rien, il n'y a pas de continu en moto dans notre usage. Enfin bon, si, voilà, un mec qui fait de la route pour aller au boulot c'est du continu, mais on est quasiment que sur du pic. Ce qui compte quand on donne une puissance, c'est le temps qui est associé. Je tire 20 kW, oui, ok, sur combien de secondes? Et là-dessus on va dimensionner, mais le continu, le régime continu réel, il n'existe pas tellement sur des motos parce qu'en fait tu as une phase d'accélération et après quand tu as atteint cette vitesse, c'est plus que tout ce que tu combats c'est les frottements, mais il n'y a pas d'accélération d'un poids. Alors que tu
prends un bateau par exemple, c'est du pur continu, parce que tu maintiens dans un fluide qui freine et tout. Ouais. Mais t'es très surpris quand tu logs sur un contrôleur, tu logs la conso sur une moto, sur une sortie d'enduro, c'est que du pic. Tu passes ton temps à faire 0, tu consommes rien, boum, 20 kW, après t'as un petit 7-8 kW, tu montes une côte, nanana, hop, rien, et c'est que du pic en fait. Donc déjà parler de continu, du coup ça a presque aucun sens parce que ça n'existe pas vraiment dans notre usage. Et après le pic a plus de sens déjà, mais pic associé à la durée du pic. Sur les batteries, tu vas avoir les cellules qui vraiment est le cœur de ta batterie, qui est l'élément qui stocke l'énergie, mais cette énergie, il faut la sortir de la batterie. Donc selon les constructions, ça varie. Pour les cellules en 21700 ou en 18150, on va utiliser des plaques en fait de connexion pour souder les cellules ensemble. Et ces plaques-là, voilà, ça c'est aussi tout le boulot un peu par rapport à l'allusion que je faisais, innovation, productivité. Voilà, il y a toute une manière de réfléchir la problématique, sachant que moi à la fin, le raisonnement que je tiens, il est par rapport à la section. Je fais mon calcul de section, je sais que je passe d'un groupe parallèle au plus suivant en série, je veux avoir un dimensionnement en section équivalent à 10 mm² de cuivre. Donc si tu prends de l'alu, c'est un tiers moins tout conducteur que du cuivre, donc faut que tu en rajoutes. Si tu prends du nickel, bah ça marche aussi, mais il faut que tu en mettes beaucoup plus parce que pour avoir la même conductivité que du cuivre, il faut que tu mettes beaucoup plus de sections. On va pas rentrer spécialement dans les détails, il y a plein de manières de faire, il n'y a pas de mauvaise manière, c'est des prérogatives de production, des choix techniques. À la fin, le dimensionnement il doit être fait par rapport à la section que tu veux avoir. Ça c'est un vrai défi industriel, moi que j'aime bien, c'est trouver les bons consommables, les bonnes techniques de prod pour garder la même puissance, la même section, mais faciliter la production, faciliter l'assemblage, trouver des matériaux qui sont moins chers et plus efficaces et machin, et qui se soudent mieux, et avec plus de répétabilité où tu as moins de points, voilà, de suspicion d'un point qui va être moins bon et tout, et comme ça tu as des batteries qui sont, quand je dis répétabilité, c'est plus fiable en fait, tu as moins d'aléas dans la production. Donc les connexions, ça c'est crucial, tu vas même à des moments devoir renforcer, c'est-à-dire pour amener le courant à un endroit, moi on utilise voilà, des bouts de cuivre, des choses comme ça. Il y a des prérogatives aussi d'équilibrage entre les cellules, c'est-à-dire dans ton groupe, dans tes cellules, pour que chaque cellule travaille équitablement dans le pack, tu peux pas te souder à un endroit où tu es très proche d'une cellule et loin de la suivante au sein du même groupe, parce que tu vas avoir une cellule qui va vieillir plus vite que l'autre. La détérioration, c'est dommage parce que tu flingues ton pack prématurément. Donc pour ça, on fait tout plein de raisonnements. Alors aujourd'hui, l'assurant, il est déjà fait depuis longtemps hein, sur les batteries qu'on fait, de comment est-ce qu'on équilibre la charge sur chaque cellule, c'est-à-dire que tu vas venir récupérer le courant à plein d'endroits dans ton pack, voilà, pour être au plus proche de toutes les cellules au global et de tirer équitablement sur chaque cellule. Les matériaux pour la construction, la manière d'aller tirer le courant, puiser le courant dans chaque cellule, ça c'est très important entre une batterie qui va durer longtemps et une qui va mourir au bout d'un an et demi. C'est d'ailleurs un des trucs les plus souvent oubliés, ça, l'équilibrage dans les cellules, dans la batterie. Après, tu as des problématiques d'isolation, donc là on va rentrer dans l'aspect sécurité, qui sont vraiment prépondérants sur les batteries là qu'on a, parce que c'est des chocs, c'est des vibrations, c'est des batteries qui peuvent prendre des crashs hein, en fait. Et même quand on parlait tout à l'heure de chauffe, tu vas avoir qu'est-ce qui se passe si d'un coup ta batterie elle devient très chaude en fait, que des choses se mettent à fondre. Alors il faut évidemment pas que ça arrive. Par rapport à ça, globalement c'est on va chercher à utiliser des matériaux qui vont avoir des propriétés, enfin moi en l'occurrence c'est avec ça que je bosse, des propriétés qui sont diélectriques très fortes, c'est-à-dire qui vont vraiment isoler électriquement très fort, et mécaniquement aussi qui vont durer, c'est-à-dire des matériaux qui se déchirent pas facilement, qui vont venir emballer la batterie, d'aller renforcer les points où il y a des concentrations de contraintes mécaniques, genre les coins de la batterie. Quand tu prends un choc, ta batterie elle va venir en buter. Voilà, nous on va rajouter de la matière, on va aller même mettre de la résine dans certains endroits placés judicieusement pour que la batterie elle puisse pas aller taper dans le caisson à l'intérieur, parce que le caisson il est en métal, donc si tu touches quoi que ce soit, si la cellule fait contact, c'est feu d'artifice. Il y a des prérogatives de sécu assez importantes sur ça. Alors la technique la méthode la plus conventionnelle on va dire, c'est d'utiliser des holders, comme sur cette batterie. Donc ça c'est des holders, alors c'est les plus bêtes et méchants là qui existent, il y en a évidemment des plus optimisés hein. Globalement c'est qu'on a une matrice structurelle en plastique qui tient chaque élément, comme ça chaque élément est isolé, il y a un espace entre chaque cellule, donc en cas de crash, déjà ça t'évite qu'ils viennent se court-circuiter les uns les autres, parce que là ça se voit pas, on dirait que c'est du plastique, mais la cellule elle est pas en plastique, tout le corps de la cellule il est mis à la tension de la cellule, du négatif certes, mais si tu as un groupe serré qui vient toucher le suivant, là le wrap il fait 0,1 mm d'épais hein, et c'est du PVC, donc tu peux pas compter sur l'isolant de la cellule pour isoler tes groupes séries. Donc quand je parle en fait de consommables que tu utilises pour l'isolant, de cellules qui s'ouvrent et qui se touchent, c'est pas grave si elles sont pas. Ah bah c'est pas grave si elles font partie du même groupe. Par contre dès lors qu'elles font partie de deux groupes successifs, là c'est feu d'artifice
direct. Mais bon, normalement, si la batterie est bien faite, même dans un même groupe, elle. Au pire, ce serait même pas grave. Le problème, il est d'un groupe à l'autre. C'est pas grave, mais vu que les batteries sont bien faites, ça arrive pas parce que. Non, ça arrive pas, mais. C'est un bloc, même pas. Non, moi j'en ai jamais vu. Des fois, je suis hyper surpris. Enfin, j'ai déjà vu des batteries, des folies, quoi, des trucs sans isolant. Et ouf, par chance, le wrap, il est quand même costaud. Mais tu comptes pas là-dessus. Mais je partais en digression là-dessus pour dire la méthode la plus conventionnelle pour maintenir ces cellules isolées qu'elles ne se touchent pas, c'est une matrice plastique, des holders, quoi. Une matrice plastique structurelle qui maintient chaque cellule isolée de l'autre. Ça, c'est le plus simple et c'est le plus facile à mettre en œuvre. Moi, la limite que j'y vois, bon, c'est mon avis perso, c'est que tu vas tout distancier de la même manière, peu importe justement que ce soit des cellules qui aient besoin d'être particulièrement isolées les unes des autres ou pas. Donc déjà, tu as une perte d'espace assez importante. Et de deux, c'est que tu peux atteindre le même niveau d'isolation avec un matériau que tu places judicieusement au bon endroit entre tes groupes séries, sans avoir besoin d'isoler chaque cellule. Ce qu'il faut isoler, c'est les groupes les uns des autres, c'est pas chaque cellule. D'où mon choix technique qui n'est pas basé sur des holders. Et il y a une troisième explication qui est par rapport à l'air et la température. Quand on discutait de mettre de l'air autour des cellules pour les refroidir, ben ça c'est absolument pas vrai. En fait, l'air c'est un isolant. Pour ça, dans la laine de roche, dans les doubles vitrages, dans toutes ces choses-là, dans ta doudoune, ce qui tient chaud, c'est l'air en fait qui est emprisonné dedans. L'air, ça refroidit quand il est en circulation, quand c'est un fluide en mouvement. Mais au sein d'une batterie, c'est un environnement fermé. Donc en fait, tout ce que ça fait, c'est que c'est un moins bon conducteur thermique que si tu avais de la résine ou quoi que ce soit. En fait, n'importe quoi d'autre que de l'air qui serait à la place de l'air serait un meilleur extracteur de calories. Donc moi, je pars du principe que le moins qu'il y a d'air dans ma batterie, le plus je suis content. Donc je mets pas de holder pour pas avoir le petit espace entre les cellules d'air. Je préfère avoir un matériau qui va faire un bloc thermique cohérent, homogène, sans air dedans, qui va sortir les calories sur le caisson. Bon, après, voilà, il y a des avantages aussi au holder sur la simplicité de mise en œuvre. Par exemple, là où c'est très bien, c'est sur les batteries qui n'ont pas de structure mécanique comme un caisson sur une Lightbee. Sur certaines batteries de trot, je vais mettre des holders parce que quand tu manipules la batterie pour la mettre dans le châssis, tu as besoin de quelque chose qui maintienne ça proprement et il n'y a pas un caisson autour. C'est une batterie qui va aller dans le véhicule, donc là, auquel cas, ça a du sens. Donc les isolants, les connexions, le BMS. Les BMS, globalement, c'est un gros interrupteur. C'est un interrupteur dans lequel tu donnes plein de conditions. Les conditions étant l'équilibrage de toutes les cellules. Donc en fait, tu as un fil qui va sur chaque groupe qui regarde, ah, c'est bon, tout est au même niveau, tout travaille équitablement, tous mes groupes sont en bonne santé, ok. De l'autre côté, température, ça dit quoi? C'est bon, c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid, c'est bon, je laisse passer le courant. C'est un gros interrupteur sur le côté négatif. Et en fait, lui, il regarde des conditions, et si les conditions sont remplies, il laisse passer le courant, et si elles sont pas remplies, il arrête. Voilà, globalement, c'est ça. Moi, j'aimerais qu'on reparle un peu de ce qu'hier on disait par rapport à quand mettre en charge, quel niveau de batterie je mets, je laisse ma batterie dans téléphone et toutes ces choses. On a parlé de température, d'échauffement et compagnie, mais en fait, il y a un... Dire qu'il n'y a pas de rodage sur une batterie, que ça sert à rien. Ouais, déjà rodage ça n'existe pas parce que ta batterie, le meilleur de sa vie c'est au tout début, c'est quand elle est neuve en fait, il n'y a pas de rodage, tu as les meilleures performances tout de suite, il n'y a pas d'effet mémoire non plus, donc tout ça c'est aux oubliettes. La chose par contre qui existe, c'est la dégradation sans usage si tu es à des états de charge extrême. Par exemple, quand je dis extrême, c'est 0 à 20% et 80 à 100%, c'est-à-dire les deux extrémités au sens propre, extrême des extrémités. Là où ta batterie elle est contente, en fait, c'est quand elle est à peu près à 50%. Ta réaction chimique à l'intérieur, elle est équilibrée. T'as pas de saturation de charge sur l'anode ou la cathode. C'est une réaction, elle est au repos, elle se dégrade pas. Tu peux laisser des cellules à 50 ou 60%, tu peux laisser des années, elles vont pas se dégrader. Par contre, évidemment, faire des cycles, ça la fait bosser, tu la dégrades normalement dans ce qui est prévu, mais tu peux aussi flinguer ta batterie en la laissant pleine ou vide longtemps. Donc encore une fois, au prorata du temps passé, à des états extrêmes. Donc si tu dis tu pars en vacances et dans le doute tu oublies ta batterie à 100% et qu'elle reste à 100% pendant un mois, bah c'est triste, tu l'uses sans même l'utiliser quoi. Une batterie au repos c'est 60%. Les BMS récents ils tirent pas du jus dedans. Quand ils ont pas de courant, ils se mettent en veille, ils consomment un pauvre milliampère, voilà. Et en gros tu peux la laisser comme ça pendant longtemps, elle se décharge pas toute seule. Ouais, donc le mieux c'est de rester le moins de temps possible à 100% en gros. Bah typiquement le plan de je viens de rentrer et je veux recharger ma batterie parce que peut-être la semaine prochaine j'irai rouler, c'est une très mauvaise idée. Il vaut mieux, justement, on revient sur la charge, il vaut mieux avoir un chargeur un peu puissant et attendre le dernier moment et la charger et partir rouler. Alors, quand je dis dernier moment, c'est pas les 10 minutes avant, hein, mais c'est genre quelques heures avant, et de la charger, quitte même à la charger un peu rapidement, avant d'aller rouler et de l'utiliser, et que quand on rentre, on la remet à 50% et voilà, et on la laisse comme ça. Ça, c'est le cas d'usage optimal. Et du coup, alors à quand des chargeurs suffisamment intelligents où avec ton téléphone, tu as un agenda, tu planifies que ton ride il sera tel jour à telle heure, que la batterie elle reste à 60% dans le délai machin, elle se met en charge
et elle sera bonne avant telle heure, tu vois. Mais je pense qu'on y est quasi, hein, parce que là Ça vient du contrôleur, non? Parce que Stark, non, ça vient du Stark, chargeur. ils le font. Mais ton chargeur, là, les superchargeurs, ils sont connectés, t'as une appli dessus. C'est vrai? Ouais, tu le laisses brancher en off, tu passes à côté, tu prends ton tel, t'actives la charge et basta quoi. Bon, t'as pas encore le mode planifié. Oui, mais c'est connecté en Bluetooth ou c'est un connecté en Wi-Fi? Bluetooth. Ok. Ouais, bon, un jour ça pourrait arriver, hein. Si Ah oui. demain tu me dis que t'en veux 1000 comme ça, je trouve un mec qui les fait. Hein. Ça peut être intéressant de parler aussi que le 0% c'est pas vraiment un 0% et que les gens faut pas qu'ils Oui. aient peur de. Bah encore une fois, ça c'est relatif à ce que je disais tout à l'heure. Mon boulot à moi, c'est de m'assurer que pas toi ou Joe ou les gens qui sont soigneux n'aient pas de problème. Ça c'est facile. La vraie difficulté, c'est de faire en sorte que le mec qui prend le moins soin de son matos et qui est le moins prévoyant et qui fait le moins attention n'ait quand même pas de problème. Donc c'est pour ça que les écrans sont pessimistes sur la batterie. C'est pour ça que quand t'es à 0, bah en fait t'es pas à 0, t'es à 15%. Oui. Et que même quand la moto coupe parce que t'arrives à 60 volts sur une 72 volts, techniquement il te reste encore un peu de marge. De toute façon, la coupure, elle opère à un moment où tu ne dégrades pas encore tes cellules. Elle opère parce que t'es vide, mais t'es vide sans flinguer la batterie, sans l'abîmer. Donc tu peux vider complètement ta batterie. Tu peux aller jusqu'à 0% sur ton écran, pas de souci. Déjà, quand t'es à 0 sur l'écran, t'es pas vraiment à 0. Et même quand t'es à 0 réel, t'es pas encore dans la plage de dégradation de la batterie. Voilà, donc là-dessus, il y a vraiment de la marge. Hein. Les gens qui se disent je rentre quand je suis. Enfin, je me débrouille pour rentrer en ayant encore 25% de batterie restant. Oui, en fait, on l'a déjà pris en compte à l'avance. Donc, pas nécessaire. Donc les gens peuvent aller jusqu'à la coupure. Ouais. Par contre, quand ils rentrent, il faut la charger jusqu'à 50%. Je dirais plus jusqu'à 0. À la coupure, après, tu prends un risque. Tu risques de marcher, mais bon. Ah ouais, quand même. Oui, tu risques de marcher, mais en tout cas, tu risques Ouais. pas d'abîmer la batterie. Faut te dire que tu vises de rentrer quand t'es à 0 sur l'écran. C'est pas intéressant de parler du voltage sag. On en a pas parlé aussi. Ouais, le sag, c'est la chute de voltage quand tu demandes de la puissance. U égale RI, forcément, loi d'Ohm, tu demandes de la puissance dans une résistance, tu as une chute de potentiel. Voilà. Enfin, oui, expliquer tu demandes du nettement, courant, tu as une chute de potentiel. C'est le fait que quand le mec il tire, il voit que c'est Ouais. tension baisse. Ça, c'est inhérent à plein de facteurs. Tu as évidemment les cellules qui ont une résistance interne, donc tu as une chute de potentiel qui est liée à la cellule, mais tu as une grosse part de ça qui est liée à toute la chaîne de puissance. Ça va de la qualité de ton connecteur à la section de tes câbles, à la longueur de tes câbles, parce que l'impédance elle est proportionnelle à la longueur aussi. C'est pour ça qu'on s'embête sur le site, c'est pas pour rien que je t'ai dit, mais un truc, est-ce qu'ils ont un TC500 ou un UQ? Parce que la longueur c'est pas la même, mais tant qu'à faire, si tu peux avoir 20 cm de câble de moins, c'est déjà ça de prix, surtout sur les grosses puissances. Bon après, moi avec l'optimisation, je suis comme ça, hein. Il y a des mecs qui se feraient moins chier, ils feraient 50 cm pour tout le monde et c'est réglé. Pour expliquer bêtement, c'est ce qui fait que le mec regarde sur sa batterie, il y a écrit 80 volts, et quand il est en train de rouler, elle descend à 75, et quand Oui. il arrête, elle remonte à. Bah oui, parce que en fait, quand tu demandes de la puissance, tu essaies de mesurer la tension d'un truc, sauf que en fait, entre ce truc que tu essaies de mesurer et la partie qui lit sur l'écran, il y a un câble, donc il y a une résistance. Donc quand tu fais passer du courant, donc tu accélères, et que tu as du courant dans cette résistance, tu as une chute de tension. Donc en fait, ce que tu mesures, toi, c'est tout le circuit. Tu ne mesures pas sur les cellules. C'est vrai aussi dans les cellules. Donc en fait, ta lecture de tension et donc par conséquent, ta lecture de capacité restante de pourcentage, elle n'est bonne que à 0 courant. Parce que sinon, tu as le courant qui fausse ta lecture. La seule chose qui n'a pas de sag, c'est les supraconducteurs. Voilà. C'est les supraconducteurs qui ont 0 de résistance. Mais nous, on vit pas dans Star Trek, on vit dans le monde de on veut encore une moto qui coûte moins de 10 000 balles en gros. Donc c'est des câbles. Donc tu as forcément de la perte T'as de la chute de potentiel dans tes câbles, dans tes cellules, dans tes connexions, dans tes points de soudure sur tes cellules, etc. Donc pour faire simple, ta seule valeur qui compte, c'est quand tu es à l'arrêt, en fait, quand tu tires pas de courant. On aura aussi sûrement la question du gars qui va brancher sa batterie, une 80 volts, et que la batterie au début il annonce 87 volts. Oui, en fait, expliquer la différence entre tension. Parce que tu sais, on dit qu'on vend des batteries 72 volts, et les gens ils font ouais, vous êtes trompé de batterie, quand je l'ai branchée, qu'elle était chargée, elle était 84. Oui, mais parce que c'est le nominal. Une cellule lithium-ion, c'est entre 3 volts et 4,2 la plage d'utilisation conseillée. Tu peux aller de 2,5 à 4,2 si tu es prêt à aller vraiment tirer dans les extrêmes. Et donc forcément, tu prends où? Entre 3 et 4,2. La convention, c'est de prendre au milieu. C'est de dire, bon, bah, on se met à 3,7 ou 3,6. 3,6, 3,7, c'est le nominal. C'est les tricheurs qui parlent en tension pleine charge. Et c'est pour ça que la batterie de la Ultra Bee est annoncée en 74 volts. Voilà. C'est parce qu'ils prennent une base de 3,7. C'est pas forcément triché, c'est-à-dire que selon les chimies, le nominal n'est pas forcément exactement au même endroit. Mais il est toujours à peu près entre
3.6 et 3.7. Donc 74 volts, c'est 72 volts, c'est pareil. 74, 72, c'est la même chose. C'est 20S fois 3,6 ou 3,7. Voilà, tu fais 20 fois 3,6, t'es à 72 volts. C'est une 20S. Voilà, pour l'exemple de la 72 volts, 84 volts pleine. C'est attention pleine charge. Et 60 volts. Oui, c'est très facile. La 72 volts, c'est extrêmement simple. Et pour la 80, c'est 92,4 et 66. Comment ça se fait que d'un coup on se retrouve avec des chargeurs qui passent de 10 à 50 ampères? La techno elle va si vite que ça? La techno évolue, mais là en l'occurrence on a bénéficié d'un bug dans la matrice. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir ça. Il y a un marché énorme d'alimentation très haut de gamme, rackable pour des bêtes serveurs, des tours de télécommunication. Enfin en fait c'est de l'équipement où ils injectent vraiment du pognon pour développer des alimes parce qu'ils vont en produire des milliers et que le facteur de rendement, la consommation électrique c'est crucial pour eux. C'est des tels consos qu'ils sont prêts à vraiment mettre du développement électronique pour faire des alimes très haut de gamme. Toutes les alimes qui sont dans ces installations, elles sont changées tous les 2 ans parce que pour garder les normes, ils sont obligés de le faire. Peu importe que l'alime fonctionne encore bien. D'ailleurs, c'est des alimentations, elles sont tellement qualitatives qu'en réalité, elles ont une durée de vie de 20 ans, quoi. Enfin, j'imagine. Et elles sont néanmoins changées tous les 2 ans pour des questions de normes. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça passe pas inaperçu quand tu as des milliers d'alimes comme ça, de super bonne qualité sur le marché qui sont disponibles. Il y a des gens qui en font des choses. Et ça a commencé cette histoire il y a quand même bien 7-8 ans sur les forums des vrais gros bidouilleurs, genre Endless Sphere et compagnie, là tous les forums chinois même aussi, où des gars se sont dit ah c'est une architecture qui est proche où on peut en faire quelque chose, on peut convertir ça voilà, en alimentation CCCV, donc en fait en chargeur, et que c'est faisable de le faire en fait pour raisonnablement pas trop cher. Là on est sur des alimes vraiment bien meilleurs, mais c'est quelque chose, comme je disais, on a un bug dans la matrice. Pour une fois, les normes nous font du bien. Voilà. Et du coup, tu as dit l'avantage de ces superchargeurs sont plus respectueux du réseau électrique. Ouais, bah ça pour nous on s'en fiche un peu parce qu'un particulier il est pas facturé sur le COSFI, mais en fait oui il va travailler plus proprement dans le signal alternatif qu'il a sur le réseau. Alors après nous là où ça nous intéresse c'est qu'il est réglable, c'est un chargeur universel parce que comme c'est pas une alim basée sur un transfo, la plage de tension possible elle est beaucoup plus large. Ça permet d'avoir un chargeur qui est réglable en tension et en courant sur une plage vraiment importante. On peut charger du 60 volts, du 72, du 80 avec le même, tout en ayant un réglage de 3 ampères, je crois le minimum c'est 3 ampères jusqu'à 50. Et quand tu le mets à 15 ampères, il fait moins de bruit et il consomme moins qu'un chargeur 15 ampères standard. Okay. En plus. Ça c'est ouf. Pour le coup, on a de la chance d'avoir ça. C'est un super bon produit et tout ça c'est grâce à des grosses industries qui brassent beaucoup plus que nous avec nos motos et nos trottinettes et nos skates et tout et qui, sans le vouloir, nous font un peu ce cadeau d'avoir ça au prix auquel on l'a aujourd'hui. Donc c'est un super produit. Et pour le contrôleur, c'est un peu vrai aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui tous les contrôleurs haut de gamme, enfin moi ce que j'utilise et vous aussi en fait, c'est basé sur un projet open source, ça faut le dire. Honnêtement, faut rendre à César ce qui est à César. C'est des contrôles qui n'existeraient pas aujourd'hui sans un énorme travail open source qui a été fait par un mec notamment Veder, mais aussi d'autres qui après se sont rajoutés et qui font que tu vas avoir aujourd'hui sur des contrôleurs abordables pour nous sur nos motos des technologies qui normalement sont réservées à des contrôleurs à des milliers voire des dizaines de milliers d'euros. Et là j'abuse vraiment pas, c'est-à-dire que les technos qu'on a dans ces contrôles, dans le Torp qui est basé VESC ou dans le VTB ou le EBMX ou même nous voilà les VESC qu'on utilise, c'est des technos, le MTPA, le Field Weakening on en parlait, même un algo FOC qui est capable de fonctionner sans capteur de position, bref, enfin avec des fréquences réglables et compagnie, c'est jamais vu. Je veux dire, un contrôleur représentatif dans la gamme de nos motos et qui soit abordable, c'est le Far Driver. Ça c'est un développement réel d'un produit et voilà, et c'est ce qu'on devrait s'attendre à avoir. Aujourd'hui on a bien mieux que ce que fait Far Driver parce que un mec a décidé de bosser gratuitement pendant des années pour développer un contrôleur qui casse tout en fait. Voilà, enfin une famille de contrôleurs qui casse tout. Pour les gens qui l'ont utilisé même au niveau du feeling de gaz, ça tout le monde revient dessus en disant Torp c'est incroyable le feeling de gaz. En fait c'est parce que derrière tu as une boucle d'asservissement PID, donc là c'est technique pure, mais en gros tu as vraiment la puissance de calcul qui tourne pour que quand tu tournes ta poignée, ton contrôleur envoie la puissance correspondante. C'est-à-dire c'est pas juste une consigne en mode envoie à peu près la moitié, c'est qu'il pilote réellement, il observe en temps réel à chaque milliseconde combien de courant est envoyé dans le moteur et il ajuste plus ou moins, etc. Ça c'est quelque chose pareil, c'est un peu un bug dans la matrice. Et donc faut le dire, on a de la chance d'avoir ces chargeurs et ces contrôleurs. Moi j'ai une question à laquelle on n'a pas répondu, mais pourquoi c'est si cher une batterie en fait, tout simplement? Ouais, bah ces gens-là spontanément t'as envie de leur répondre bah fais mieux, mais pas du tout avec de la malice, avec véritablement il y a un défi industriel, il y a un marché colossal. Aujourd'hui dans les batteries il y a plus de boulot que de production, surtout en Europe, c'est pour ça qu'on dépend encore d'importations asiatiques en grande majorité. Si quelqu'un pense être plus performant, mais qu'il y aille vraiment, il y a un marché à prendre, c'est pas
passionnant, c'est un défi industriel, au début artisanal et ensuite industriel. Il y a plein de choses à prendre en compte, enfin vraiment. Et après, pourquoi est-ce que nous on vend ces prix-là? Combien il y a à peu près déjà rien que de matières premières? 72 volts, 50 ampères, 50 S, en vrai, je sais même pas si je vais répondre, mais je sais pas si je devrais y répondre, mais il y a 800-900 balles, hors taxe. Oui, hors taxe. Ouais. Après, il y a tout le matos pour fabriquer les batteries. Après, il y a combien de temps tu passes à fabriquer une batterie? Bah exactement, c'est ce que j'allais dire. En main d'œuvre, on va considérer que, j'ai pas spécialement peur de le dire, hein, nous on va se payer 300 € de main d'œuvre sur la fabrication d'une batterie. Oui. À la fin, dans ta poche, c'est ça. Non, ça c'est indépendant. La marge, elle prend en compte après. Elle est ensuite pour servir local, assurance, amortissement des outils, avance de trésor pour les achats, les trucs. On fait des tests aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on achète que c'est naze, tu vois. C'est pas énorme en termes de volume, mais voilà, la marge, elle sert à ça. La marge, elle sert à faire grossir une structure qui ensuite peut aller proposer d'autres choses. Parce que l'idée, c'est que dans 5 ans, on n'est pas là au même endroit qu'aujourd'hui. Dans 5 ans, on a d'autres choses, on peut aller développer d'autres choses plus sympas. Tout ça fait que, non, je pense qu'on est quand même sur un prix qui est justifié et surtout, au regard de ce que tu as, chaque batterie qui est sortie d'ici, c'est une batterie que moi, j'ai mis mes mains dedans, j'ai regardé que tout est impeccable, que le joint, il est étanche, que si tu la fais tomber dans ta piscine, tu la sors et qu'elle remarche. Non, je pense que le prix, il se justifie vraiment. Et puis, de toute façon, on n'est pas les plus chers. Il y a le SAV aussi que t'as pas, parce qu'un SAV, il faut pouvoir l'amortir. Oui, bah de toute façon, tu as 2 ans garantie et même au-delà des 2 ans, moi je disparais pas. Si tu viens me voir en mode bon, j'ai fait tomber ma batterie, est-ce que tu peux me la réparer? Je vais pas dire dégage. Oui. Et après, je la prends, je la répare. Et après, il y a le réseau de distribution aussi. Il y a les gens qui vendent les batteries, qui sont là pour faire connaître tes batteries. Bah, il y a aussi le fait que la vidéo là, les frais engendrés pour faire cette vidéo, c'est payé parce que toi, tu prends une marge dans ton shop pour vendre les batteries. Donc en fait, la partie mettre en avant des technologies, faire découvrir ça. Enfin, je veux dire, moi, je roule pas en Bentley, hein, j'ai rien à cacher. Je considère que je me rémunère justement par rapport au travail que je fais. Je pense que toi aussi, surtout par rapport au service que tu rends à la communauté et tout. Et ça, je pense que il faut le redire. C'est pas un prix aberrant et abusif pour une batterie. Oui. Surtout fabriquée, assemblée ici, là, à Lyon. Et pour les gens qui disent que nous derrière on reprend une marge sur les batteries, dans tous les cas, si nous on prenait pas cette marge, toi tu devrais payer quelqu'un pour gérer le site internet, pour gérer la com. Moi je la prendrais moi parce qu'elle correspondrait à un travail qui est fait. Ouais, tu l'utiliserais quand même pour payer quelqu'un pour faire plein de choses. C'est-à-dire que toi, d'une certaine manière, la marge que tu prends sur ton site, c'est aussi une marge qui sert à financer le fait que tu vas te déplacer, venir ici, prendre le temps d'expliquer aux gens comment ça marche, aller sur le salon, tester le matos, faire aussi du contenu de divertissement qui est accessible gratuitement, faut le dire aussi. Donc non, moi je pense qu'on est clairement pas prohibitif. Moi je pense qu'on se donne en vrai et j'ai pas du tout l'impression d'abuser. Moi il y a pas une soudure que je laisse passer si elle est pas parfaite en gros. Donc t'as pas de questions à te poser. Tu te dis que voilà, il y a un mec qui s'est dit oulala, attends, tac, tout, j'inspecte tout, c'est bon, ça part, j'aurai pas d'embrouille. Voilà, donc ça correspond à ça le prix. Et bah écoute. Petite ouverture sur les évolutions possibles dans le futur, peut-être pour finir, ouais. Est-ce que tu penses qu'un jour on va atteindre un plafond technologique, comme un jour il y aura sur les processeurs, etc. Ouais. Parce que la courbe de progression, il y a un moment, elle va pas être exponentielle. De toute façon, il y a des limites physiques. Tous les mecs qui ont fait des essais de projection sur de la science-fiction des 50 dernières années, ils sont tous plantés. Moi, je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Non, on va rester sur des trucs un peu raisonnables, genre les 2 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut attendre? Moi, je pense qu'on peut attendre des cellules qui vont être de plus haute capacité. On va peut-être aller chercher pas loin des 6 ampères par 21700, tout en gardant, grâce aux tablets, des cellules qui ont une résistance interne et donc par conséquent une puissance très bonne. Sachant qu'on est à combien actuellement? Là, on est à 5. Okay. Ou 5.3 ou 5.5 à tout casser sur les vraiment. Mais on parlait de cellules avec une. Mais on va avoir une conjoncture. C'est-à-dire que je pense qu'on va avoir le meilleur de la haute capacité qui va se combiner avec le meilleur de la haute puissance et que tu auras des cellules où en fait, ce qui va se passer, parce que pour moi, cette moto, elle est parfaite en 22 S d'IP ou 20 S 11P ou 20 S d'IP machin dans ces eaux-là, en gros 200 ou 220 cellules. Et donc, ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir de la 72 volts, 60 ampères ou 65 ampères, tu vois, dans le même format, dans le même poids, avec un peu moins de sag, et voilà, et ça serait incroyable. De toute façon, au bout d'un moment, ajouter de la puissance, ça servira à rien, il faudra mieux limite avoir. Moi, je pense qu'on est au bout de la puissance utilisable sur cette moto. Ouais, en fait, dans cette moto, moi je m'en fous d'avoir une moto capable de délivrer 40 kW, je préfère rester à 25 et me dire t'as 20% d'autonomie en plus. Ouais, je partage un peu par rapport au poids, parce que pour moi, il faut arrêter d'augmenter le poids de ces motos. L'intérêt, c'est d'avoir un truc pas trop lourd et pas trop encombrant sur ce gabarit. Mais bon, ça après, c'est des choix perso. Moi, et donc, oui, on pourra s'attendre à plus de capa. Plus de capa, encore plus optimisé, machin. Et moi, je pense par contre ce qui. Mais l'année prochaine, ça va pas faire genre une marche, ça reste petit. Non, c'est incrémental, ça c'est sûr. Ça sera toujours incrémental parce que il n'y a pas de révolution, on est sur la même chimie. Il y aura des révolutions
révolution sur les batteries, mais ce ne sera pas dans notre segment à nous, ce sera dans les segments des stockages d'énergie, sur là où on cherche, c'est-à-dire dans la composante puissance, capacité, prix. Nous, en Lyon, on va rester là-dessus, je pense, sur quelques années par rapport à vraiment à la haute performance aux véhicules électriques comme ça, mais par contre sur le stockage d'énergie, on le voit avec les batteries de powerbank en lithium fer phosphate, qui est une techno qui est super bien, c'est plus stable, c'est moins cher, ça supporte mieux les températures, c'est durée de vie fois 4 ou 5 par rapport au Lyon. Donc sur d'autres marchés, voilà, sur le stockage d'énergie, je pense qu'il y a des grosses choses à attendre, mais en Lyon, non, là on plafonne. On plafonne pas, c'est de l'incrémental, il n'y aura pas de révolution. Par contre, il y aura sans doute des révolutions, je pense, sur peut-être les designs de moteurs et les contrôles. Il y a des caps à passer. Genre contrôle, les semi-conducteurs, c'est parti, je pense on va avoir des beaux trucs. Quand on voit déjà sur les quelques dernières années ce qui s'est passé, je pense qu'on va arriver sur des contrôles où tu auras vraiment des fonctionnalités encore plus précises, un meilleur pilotage et ouvrir à des puissances beaucoup plus grosses aussi en soi et accessibles. Et sur les moteurs, il y a aussi quelque chose à jouer sur peut-être des choses avec du flux axial ou des moteurs en hairpin avec du refroidissement un peu mieux fait ou des choses comme ça. Et genre surtout du poids à gagner à mon avis. Voilà. Mais bon, en vrai, c'est pas le mauvais moment pour acheter une batterie avec les cellules qu'il y a aujourd'hui. J'ai mal au cul. Ouais, t'es sur la chaise. Et malheureusement, le t-shirt Empyrean qui arrive à la fin. Oh putain! Attends, montre-le au moins, montre-le dans le cadre. J'ai gardé le rec, vas-y. Juste pour rigoler. Voilà, pour rigoler. Il arrive après le tournage. Mais, voilà, imaginez la vidéo avec Bon, ce t-shirt. la prochaine fois, on fait que s'est-il passé des évolutions mais avec le t-shirt. Voilà, bravo d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous aura servi. Évidemment, vous pouvez trouver les batteries d'Antonin sur notre site. C'est les batteries Empyrean. On a aussi d'autres gammes de batteries si vous voulez. N'hésitez pas si vous avez des questions, des points qui sont pas trop clairs. Je pense qu'on va quand même répondre un petit peu dans les commentaires si jamais il y a deux, trois même questions. Anto, il pourra guetter aussi. Ouais. Et si jamais il y a d'autres sujets du genre qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à le dire. Ouais, voilà, peut-être qu'on s'étendra un jour sur un format un peu similaire sur vraiment les moteurs ou vraiment les contrôles. Suspensions. Ou, oui, les suspensions aussi. C'est ce qu'on devait faire. On se retrouve bientôt dans une vidéo où cette fois, ce sera peut-être un peu plus fun, ça va rouler. À la prochaine. Ciao.